Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce jeudi 28 octobre. 2 millions de manifestants selon la CGT, 560 000 selon la police. Dans les deux cas, une forte baisse pour cette 7e journée d'action. Le compromis de Deauville entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy crée la tension au sommet de Bruxelles où des pays refusent l'idée de sanctions en cas de laxisme budgétaire. Barack Obama engage toutes ses forces dans la dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat. Il a participé hier soir à l'émission satirique Vedette de la télé américaine pour ramener les jeunes vers lui. Les responsables syndicaux reconnaissent ce soir avoir moins mobilisé pour leur 7e journée d'action depuis la rentrée, mais ce n'est pas fini, répète-t-il, appuyé dans les cortèges par les ténors du Parti socialiste et de la gauche dans son ensemble. Sur la manifestation parisienne, à la fin du parcours République Saint-Augustin, nous retrouvons Thomas Raguet. Thomas ? Oui, bonsoir Michel. Alors ce qu'on peut dire pour cette 7e journée de mobilisation, c'est que la participation est en baisse. La préfecture ici dénombre 31 000 participants contre 67 000 le 19 octobre dernier. Au niveau national, même chose, 500 000 pour la police et près de 2 millions pour les syndicats. Quelles que soient les sources, c'est beaucoup moins que la dernière fois. Alors malgré cela, le moral était plutôt bon dans les cortèges. Et parmi les salariés et les jeunes venus défiler, il y avait aussi des politiques de gauche. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Toutes les semaines, on nous dit que c'est fini, qu'il y a moins de monde, alors si bien que, comme il y a de moins en moins de monde, je peux dire qu'aujourd'hui, il n'y a carrément personne pendant qu'on y est. Les Français, quand on les interroge encore ce matin, disent 2 Français sur 3, ce mouvement est légitime, malgré le fait que l'Assemblée et le Sénat ont voté, et disent cette réforme est injuste. Ce qui nous paraît être la conséquence logique d'une telle mobilisation, 5 mois durant, des millions de gens dans la rue, un soutien de l'opinion qui ne s'est jamais démenti. La suite logique devrait être de ne pas promulguer. L'objectif, c'est que le chef de l'État agisse en chef de l'État et soit capable d'un geste d'apaisement vis-à-vis d'une population française qui est aujourd'hui à cran, qui en a ras-le-bol et qui se sent méprisée par le vote de cette loi. Alors vous l'entendez, côté politique, on compte sur la rue pour maintenir la pression sur le gouvernement pour qu'il ne promulgue pas cette réforme des retraites. Côté syndicat, en revanche, le message est moins unanime. Écoutez ce qu'en pensent Bernard Thibault et François Chérec. Une fois qu'une loi est adoptée, de continuer de pouvoir la contester si on la considère injuste, et c'est le cas de 3/4 de la population française, pour demander une révision et en l'occurrence, à ce stade, une non-promulgation par le chef de l'État qui doit prendre la mesure du climat social, du mécontentement social qui va durablement s'installer si cette loi est promulguée. Le gouvernement a fait passer sa loi, certes, mais dans l'opinion publique, dans les mentalités dans notre pays, c'est un échec fort de la part du gouvernement. Pour 2 raisons. 1, tout le monde a compris qu'elle était injuste et ça ne rend pas vraiment populaire. Et 2, tout le monde sait qu'elle n'est pas financée et qu'il faudra y revenir. Alors on le voit, les stratégies diffèrent au niveau syndical. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une prochaine journée de mobilisation le 6 novembre prochain. Ce sera un samedi, non pas en semaine comme aujourd'hui. Les vacances de la Toussaint seront d'ici là terminées. Il faudra observer attentivement si les jeunes reviennent dans les cortèges, car leur participation pourrait s'avérer déterminante. Merci beaucoup Thomas Raguet. Vacances de la Toussaint oblige, vous l'avez rappelé, les jeunes étaient aussi moins nombreux aujourd'hui dans les cortèges. Reportage de Fabrice Cunet. Et les étudiants répondent résistance. Et la résistance s'organise chez les étudiants. À l'image de ce groupe venu de Montrouge, le mouvement essaie de se structurer. On a créé un collectif dans notre école qui soutient les actions et qui informe les étudiants sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur les assemblées générales des autres facultés de Paris. Et voilà, on se met en lien avec les autres universités. Dans le cortège très encadré, tout le monde a en tête la victoire du CPE. Fac et lycée avaient été bloqués, une alternative qui ne serait pas encore d'actualité. La finale n'appelle pas à bloquer les lycées, tout simplement à des assemblées générales, à du débat, discuter de la réforme des retraites et dire aux gens voilà pourquoi on se mobilise, pourquoi il est important de les entendre dans la rue. Dans le cortège parisien, la mobilisation est visiblement moins forte. La faute aux vacances ou véritable essoufflement. Sentiment mitigé derrière les banderoles. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se regroupent pour faire des actions ensemble.
Et du coup, de là, ouais, moi j'espère que ça va aller plus loin et que les vacances, ça va pas faire que le mouvement s'arrête, justement. Pour les syndicats, la question est cruciale. Le mouvement a besoin d'une forte mobilisation des étudiants et lycéens, alors que certains secteurs suspendent la grève. C'est pas qu'on compte sur eux. Vous savez, malgré les manipulations du gouvernement qui ont laissé un moment entendre que les syndicats avaient appelé après les partis politiques, les jeunes, c'est leurs organisations qui appellent à manifester. Donc il y en a aujourd'hui. Tous les regards se tournent déjà vers la mobilisation du 6 novembre. Les vacances seront alors finies. D'ici là, le mouvement social se joue peut-être à Montrouge ou Figeac. Et dans un instant, le débat du 19h opposera Jean-Baptiste Prévost, le président de l'UNEF, et Arnaud Robinet, Benjamin du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Le PS fait feu de tout bois pour contrer la réforme des retraites, recours au Conseil constitutionnel et puis appel, nous l'avons entendu, à Nicolas Sarkozy pour qu'il ne promulgue pas une loi dénoncée comme injuste. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir Michel. Le chef de l'État ne va pas se priver évidemment de promulguer cette loi. Aurait-il simplement la prérogative de ne pas le faire? Alors c'est politiquement impensable et juridiquement presque impossible. La Constitution est sans ambiguïté. La règle générale, quand une loi est votée, le président de la République est obligé de la promulguer, de la signer, de la faire paraître au journal officiel dans les 15 jours. S'il ne le fait pas, il pourrait même faire l'objet d'une procédure de destitution. Ce délai-là, il est simplement suspendu au temps de la décision du Conseil constitutionnel s'il y a un recours, et en l'espèce ça va être le cas, avec un recours qui va être déposé mardi prochain par les députés socialistes. Alors, la seule possibilité dont dispose le président, c'est avant l'expiration du délai de demander une seconde délibération de toute ou partie du texte au Parlement. Ça ne s'est fait, c'est rare, ça s'est fait que 3 fois sous la Ve République. Un cas le plus célèbre, c'est en 83, François Mitterrand avait utilisé ça pour essayer d'obtenir l'annulation de la candidature de la France à l'exposition universelle de 89 parce qu'ils s'étaient aperçus que ça coûtait trop cher. L'autre voie, c'est celle très acrobatique qu'avait choisie Jacques Chirac en 2006 pour sortir de l'affaire du CPE. Il a promulgué la loi, mais il a annoncé tout de suite, en même temps, qu'il y aurait un nouveau texte pour annuler ce CPE. Donc en réalité, il y a peu d'échappatoires une fois la loi votée. En revanche, l'application des lois, elle repose très souvent sur la publication de décrets qui en donnent les modalités pratiques. Et c'est souvent d'ailleurs parce que les décrets ne paraissent pas que les lois ne sont pas entièrement appliquées. Alors là, il y a une ouverture possible, on l'entend dans la majorité, non pas pour ne pas publier ces décrets, mais pour, si vous voulez, dans la rédaction de certaines dispositions, écouter malgré tout certaines demandes syndicales. Demande syndicale qui s'exprime encore, puisque je vous le rappelle, toutes les grandes centrales estiment que la mobilisation devra se poursuivre. Merci Emmanuel Kessler. Le groupe communiste du Sénat veut encadrer les relations entre le pouvoir et l'argent. Il a redéposé aujourd'hui une proposition de loi en ce sens. Explication de Nicole Bourbeau-Cohen-Seat, la présidente du groupe communiste. Un homme politique peut passer ses vacances chez des milliardaires, recevoir des cadeaux divers et variés sans que personne n'en sache rien, sauf par des révélations de la presse. La transparence de la vie politique, ça ne peut pas être simplement le fait que la presse relate en réalité des événements qui devraient être prohibés. Donc la transparence, ça veut dire qu'on a des moyens de contrôle public et que donc les personnes qui contreviennent peuvent éventuellement être sanctionnées. Propos recueillis par Claire Debizère. L'axe franco-allemand en force au sommet de Bruxelles où dès son arrivée, aujourd'hui, Angela Merkel a défendu l'accord scellé avec Nicolas Sarkozy pour priver de droit de vote les pays laxistes en matière budgétaire. Paris et Berlin réclament une révision des traités dénoncés comme un diktat par d'autres pays. Notons que de son côté, le président français s'est à nouveau plaint aujourd'hui de Viviane Reding lors d'une rencontre à huis clos avec les principaux dirigeants de droite et du centre droit en Europe. Il a accusé la commissaire européenne d'avoir insulté la France, Viviane Reding, qui répète, elle, dans Le Monde ce soir, que la France reste sous surveillance concernant les Roms. Les Français se réinstallent à la campagne, un phénomène étudié aujourd'hui au Sénat, une vie plus au calme, plus proche de la nature, moins coûteuse également pour se loger. Ce ne sont pas les seules motivations des candidats à l'exode. Élisée Cardi.
Les Français auraient-ils retrouvé de l'intérêt pour la vie à la campagne? Après plus de 2 siècles d'exode rural, la tendance ne s'inverse pas encore, mais ces dernières années, de plus en plus de citadins quittent la ville pour s'installer en milieu rural. On y revient pour trouver une meilleure qualité de vie, mais on attend aussi certaines commodités. L'accès aux soins de qualité. Deuxièmement, le développement des systèmes d'interconnexion avec le haut débit pour tout le monde. Et troisièmement, le problème du développement économique de ces territoires. Mais une population qui augmente, ça n'est pas forcément synonyme de développement. Le seul fait de revenir ne suffit pas. Encore faut-il que ce retour il soit générateur d'activité. Car le retour, c'est parfois aussi prendre sa retraite sur le territoire, ce qui est très bien, mais qui parfois génère aussi des coûts sociaux extrêmement élevés. Je pense notamment aux finances des départements. Le plan d'action en faveur des territoires ruraux du ministère de l'Espace rural a été adopté en mai dernier. Il comprend bien sûr des mesures pour développer l'Internet à très haut débit et de nombreuses mesures à destination des entreprises. La suite du 19h avec notre débat face à face sur les retraites et les jeunes. Face à face donc Jean-Baptiste Prévost, président de l'UNEF, bonsoir, de retour directement de la manif parisienne, j'imagine. Face à vous, Arnaud Robinet, bonsoir. Député UMP, Benjamin de votre groupe, c'est bien cela, et secrétaire national de l'UMP en charge de la réforme des retraites. Jean-Baptiste Prévost, les syndicats peuvent-ils appeler à poursuivre la mobilisation, c'est le cas de l'UNEF, alors qu'il y a une décrue dans la rue, on l'a constaté aujourd'hui? Ils le font déjà, il y a une nouvelle date de mobilisation. Mais peuvent-ils, dans le cas de cette décrue reconnue par ailleurs? Manifestement oui. Le 6 novembre prochain, donc il y a une nouvelle date. Je crois qu'on n'est pas au bout de la procédure d'adoption de ce texte et que le président de la République peut encore faire le choix de l'apaisement en entendant la demande de négociation qui s'exprime. Tout le monde reconnaît la nécessité d'avoir une réforme des retraites, mais tout le monde veut en discuter et notamment examiner un certain nombre d'alternatives et pour ce qui concerne les jeunes, des propositions qu'on peut avoir. Et puis deuxième élément, je crois que cette loi, elle est injuste. 2 tiers des Français la rejettent. On peut aussi se mobiliser pour en demander sa révision. Bon. Arnaud Robinet, est-ce que vous pensez que Jean-Baptiste Prévost se fait des illusions quand il imagine le chef de l'État refusant de promulguer le texte? Je crois que le président de la République aura le choix de la responsabilité, comme c'était le cas depuis, en tout cas, le lancement des débats sur cette réforme. Vous savez, la mobilisation va continuer et là-dessus, nous avons toujours dit que les partenaires sociaux, notamment les syndicats, n'étaient pas nos ennemis et étaient nos partenaires. Et durant le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, il faut rappeler que la durée du débat a été un des plus longs de la Ve République, 70 heures à l'Assemblée nationale, 150 heures au Sénat, plus les différentes réunions qui ont lieu dans les différentes commissions. Au sein du mouvement populaire également, ça fait 1 an et demi que nous rencontrons les partenaires sociaux. Donc je crois que le choix est celui de la responsabilité. Et je vais vous dire une chose, l'injustice, ce serait que nous ne pouvons plus payer les pensions pour les retraités et ne plus pouvoir sauvegarder ce système par répartition. Est-ce que cette 7e journée d'action syndicale est pour vous synonyme de sortie de crise? Non, pas du tout. Vous savez, non, pas encore. Non, c'est pas sortie de crise. C'est-à-dire que même si le texte a été voté hier à l'Assemblée nationale, je crois qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu à l'issue de ce débat. Le dialogue social doit continuer, il va continuer. Nous avons répondu. Il a commencé depuis avril, mais bien avant avril, et je crois que le dialogue social va continuer, notamment avec les partenaires sociaux, avec 2 thèmes qui sont particulièrement ou liés étroitement avec les retraites. Ce sont bien sûr l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors. On va bien tard et notamment ça aurait dû être un préalable à cette réforme puisqu'effectivement pour financer des pensions il faut qu'il y ait un nombre de cotisants suffisant et les jeunes ne demandent que ça, de pouvoir travailler. Ça aurait permis de financer nos retraites. Un mot sur le dialogue parce que je ne peux pas laisser dire ça. Le gouvernement a fait le choix du passage en force. Il y a des gens dans la rue, il accélère le débat au Sénat. Il y a des manifestations, il choisit le vote bloqué au Sénat. Le choix du pourrissement, le choix de la tension, le choix de la fermeté, ça a été la politique du gouvernement. La concertation n'a pas eu lieu. Les 8 organisations syndicales ont contesté le processus, n'ont jamais été entendues. Nous-mêmes, nous avions demandé à être reçus par le ministre du Travail. On nous a fermé la porte au nez. C'est maintenant qu'on est dans la rue qu'on commence à nous entendre. Donc je ne peux pas laisser dire que cette réforme a été négociée. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et en démocratie, un dernier mot. Dans un pays moderne, dans une démocratie, la démocratie politique ne peut pas ignorer la démocratie sociale et les corps intermédiaires constitutionnellement reconnus comme les syndicats. Attendez, vous savez, la réforme 2003, la réforme Fillon prévoyait des rendez-vous quadriennaux. Et depuis 2003... Le prochain était en 2013 d'ailleurs. Pourquoi l'avoir avancé ce rendez-vous ? Je ne vous ai pas interrompu. Les partenaires sociaux ont rencontré régulièrement
les gouvernements et les différents ministres des Affaires sociales et du Travail depuis 2003. Depuis le mois d'avril, plus de 50 réunions ont eu lieu, en tout cas entretien avec Erik Wirth. Plus de 60 réunions ont eu lieu avec la majorité en commission des affaires sociales du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et pas avec les jeunes. Et je dirais qu'il y a eu en plus 150 heures de débat au Sénat. On ne va pas repasser dessus, mais le dialogue social a existé et en tout cas, il va continuer. En termes d'opinion, vous estimez, vous, que les syndicats restent les vainqueurs, même si le gouvernement se tasse un peu, il y a quand même encore une majorité de Français derrière le mouvement. Le gouvernement a peut-être gagné un vote dans l'hémicycle, il a d'ores et déjà perdu une bataille importante, celle de l'opinion, notamment chez les jeunes, au nom desquels on faisait cette réforme. C'est aujourd'hui 65% des moins de 25 ans qui soutiennent la journée d'aujourd'hui et 75% des moins de 25 ans qui déclarent être opposés à cette réforme. Donc il y a aujourd'hui besoin effectivement de remettre la question des retraites sur la table, en particulier avec les jeunes, et de parler de l'avenir. Une défaite de l'opinion ? Non, je ne reconnais pas une défaite de l'opinion. Moi, je pense que les Français ont accepté et ont compris le fait qu'il fallait travailler plus longtemps, et notamment le passage de 60 à 62 ans, que l'objectif est de sauvegarder ce système par répartition, qui est celui de solidarité intergénérationnelle. Je crois que ça, nous devons le sauvegarder. Et moi, quand j'entends notamment, et je vois les lycéens, les collégiens que j'ai rencontrés dans ma circonscription à Reims, et les étudiants également, alors, comment vous réagissez moi-même universitaire, je leur dis attention, vous vous tirez une balle dans le pied. Si vous ne voulez pas cette réforme, on peut le comprendre, mais si vous voulez plus de répartition, on va passer un système par capitalisation, chacun va cotiser pour soi-même, et à ce moment-là, on parle de solidarité. Les gens n'ont pas besoin de mieux comprendre. Ils savent lire un texte, ils savent raisonner, en particulier les jeunes. Il y a de la désinformation de la part du Parti Socialiste, et notamment de l'UNEF, étroitement lié au Parti Socialiste, faut être clair. Vous ne pouvez pas dire ça, je vous mets au défi de le prouver, monsieur, en l'occurrence, et je suis désolé de vous dire, je ne sais pas sur quoi vous appuyez aujourd'hui pour dire que les gens ont compris votre réforme. Les gens ont compris qu'ils n'en voulaient pas, et les gens aujourd'hui demandent à être entendus. C'est hallucinant de voir que la majorité est sourde à ce point aujourd'hui à ce qui se passe dans le pays, et de voir cette déconnexion entre le pays réel, ce qu'il dit, et cette réforme et votre attitude. Je crois que c'est très inquiétant pour la suite. On ne gouverne pas un pays contre sa population. En démocratie, je crois que c'est important. Gouverner, c'est prévoir l'avenir, et c'est savoir prendre ses responsabilités au moment où il le faut, dans l'intérêt général. Est-ce que vous reprenez à votre compte, Jean-Baptiste Prévost, certains des slogans qu'on a entendus aujourd'hui dans les manifs et qui sont opposés notamment au travail jusqu'à 62 ans? À Lyon, par exemple, aujourd'hui, 60 ans, c'est déjà trop, on ne veut pas crever au boulot. Vous signez ce slogan? Oui, je crois que les jeunes font face à une injonction très contradictoire. On leur dit de travailler plus longtemps alors qu'ils ont déjà du mal à avoir du boulot. Et d'ailleurs, cette réforme va dégrader un peu plus leurs conditions d'accès à l'emploi. Alors là, il y a un débat. Oui, mais en l'occurrence, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère du Travail qui a dit en 2005 que 80% des emplois à pourvoir d'ici à 2015 seraient dus à des départs en retraite pour les jeunes. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que quand on rallonge la durée au travail, ça n'aura pas de conséquences pour les jeunes, surtout vu la situation de la croissance et du chômage par ailleurs. C'est l'idéologie du partage du travail. Les aînés vont travailler un peu plus longtemps, donc ils vont piquer le travail boulot des secret, jeunes. au contraire. Le travail secret, c'est pas un fromage ou un gâteau mais qu'on vous partage entre générations. C'est bien le problème, je suis bien d'accord avec vous, mais il faudrait de la croissance, et c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Si le partage du travail fonctionnait, je veux dire, on serait leader en Europe. Les 35 heures, c'était l'objectif, c'était le partage du travail. Et on le voit dans certains pays, la plupart des pays européens, on voit une chose, l'âge du départ à la retraite est beaucoup plus éloigné, et ils ont un taux d'emploi chez les seniors beaucoup plus élevé qu'en France, et un taux de chômage chez les jeunes beaucoup moins élevé qu'en France. Beaucoup plus de temps partiel subi chez les jeunes, et beaucoup plus d'efforts pour la formation tout au long de la vie pour les seniors. Le partage du travail n'a jamais fonctionné, c'est une idéologie qui n'a jamais fait ses preuves. À l'UNEF, je le disais tout à l'heure, vous avez des revendications spécifiques. Oui, tout à fait. Notamment, on aurait aimé d'ailleurs les faire au milieu du travail, au mois de mai. Vous voulez, vous, que soient pris en compte les années d'études. Ouais. Pourquoi est-ce que vous pouvez revendiquer cet avantage alors qu'il y a des jeunes sur le marché du boulot qui ont votre âge, Jean-Baptiste Prévost, puis qui cotisent déjà Tout à fait, mais je vous ferai remarquer que les étudiants participent à la création de richesses, ils sont plus qualifiés, c'est des salariés plus productifs. Et nous proposons d'ailleurs, si on prend en compte les années d'études, qu'ils puissent s'acquitter d'une cotisation symbolique, comme c'est le cas pour la sécurité sociale étudiante, ce qui matérialiserait leur affiliation à une caisse de retraite. Mais un mot sur le fond, les parents nous disent pour réussir dans la vie, il faut aller à l'école. Les entreprises nous disent pour trouver un boulot, il faut avoir un diplôme. Le gouvernement nous dit il faut augmenter le niveau de qualification d'une jeunesse. Et on le rend pénalisant aujourd'hui le fait de faire des études avec une réforme qui ne reconnaît pas la réalité de ce qui a changé dans le pays depuis 20-30 ans, c'est-à-dire l'allongement de la durée de formation. Si on pense que faire des études est une chance, un investissement pour la suite, il faut en donner les moyens aux jeunes et pas rendre ces périodes d'études pénalisantes. C'est ce que nous proposons. Alors, sur cette idée, Arnaud Robinet... Non, mais si on considère que faire des études c'est pénalisant, enfin je ne sais pas quel réforme avenir et pénalisant. Moi, j'ai juste une question. Comment on peut financer, en tout cas, la fonds de réserve pour les retraites? C'était fait pour ça, d'ailleurs. Non, le fonds de réserve n'a pas été fait pour financer les années d'études. Le fonds de réserve pour garantir la retraite pour les jeunes. Le financement de retraite est là
comme en tout cas un fonds de lissage qui était prévu en 2020 à suite au départ des papy boomers. La situation d'aujourd'hui, en tout cas les prévisions prévues en 2020, nous les connaissons aujourd'hui, d'où l'utilisation partielle du fonds de réserve pour retrouver l'équilibre financier. En fait, c'est une hérésie pour vous que les années d'études soient prises en compte. Alors, il faut savoir que dans certains cas, notamment pour les doctorants, les gens qui à partir de 25 ans, s'engagent dans une thèse, 3, 4 ans, voire plus. Il faut savoir qu'obligatoirement maintenant... Vous savez combien c'est de personnes, monsieur? Non, attendez, laissez-moi m'expliquer. C'est 13 000 personnes. Il faut savoir que les gens qui font donc notamment un doctorat ont en tout cas cotisent pour leur retraite puisqu'il y a obligatoirement un financement. Les bourses n'existent plus, ce sont des allocations de recherche où il y a donc un financement et donc des cotisations pour les retraites. C'est un exemple qui existe depuis un certain nombre d'années. En tous les cas, le gouvernement, je le disais tout à l'heure, il cherche des idées pour l'emploi des jeunes. On a déjà connu des dizaines de plans depuis quelques dizaines d'années, de droite ou de gauche d'ailleurs. Je vois une idée de Marc-Philippe Daubresse, le ministre de la Jeunesse, permettre aux étudiants de faire financer leurs études par une entreprise. En échange, l'étudiant s'engagerait à travailler un certain nombre de temps dans cette entreprise. Qu'en pensez-vous ? Je pense que le gouvernement se réveille un peu tard. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Monsieur Daubresse, moi je l'avais rencontré au mois de septembre, je lui avais demandé d'ouvrir une négociation sur l'emploi des jeunes. Et monsieur Daubresse aujourd'hui nous fait des propositions. Écoutez, moi je veux savoir ce qu'il y a sur la table. Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a une volonté politique? Parce que les beaux discours Théodule, les belles commissions Théodule, les beaux discours langue de bois sur les jeunes maintenant, on va s'occuper de leurs problèmes. On a connu ça après chaque mobilisation. Il nous faut un peu plus que de vagues promesses aujourd'hui. D'accord. Les jeunes, le gouvernement s'en occupe depuis qu'il est en tout cas au gouvernement. Je veux dire, la majorité s'en occupe depuis 2007. Les jeunes ne sont pas laissés de côté. Et quant à la proposition de Marc-Philippe Daubresse, elle est intéressante, elle doit être en tout cas approfondie, et ça existe également déjà dans certains cas. On voit que le gouvernement se raccroche à des branches aujourd'hui en matière lorsque les entreprises financent sérieusement cette question-là avant. Dites-moi, il y a quand même, Jean-Baptiste Prévost, il y a beaucoup d'articles critiques et sévères pour les jeunes dans les manifs, vous l'avez constaté. Oui, j'ai vu ça, oui. Le philosophe Raphaël Enthoven qui... dans l'Express, il y a quelques semaines, vous traitez de jeunes vieux. Le Canard enchaîné cette semaine, qui fait votre portrait, ainsi que celui de Victor Colombani, le leader des lycéens, écrit « La valeur n'attend pas le nombre d'annuités », sous-entendu à 26 ans pour vous. Quand est-ce qu'on vous verra rue de Solferino, puisque vous êtes déjà passé par le Parti Socialiste? Oui, comme vos prédécesseurs. En l'occurrence, mon avenir personnel, qu'il soit professionnel ou de mon engagement, n'est pas défini à ce stade. Voilà. Ma priorité, c'est de poursuivre à l'UNEF. Allez, la question du nouvelobs.com. Les manifestations servent-elles encore à quelque chose? Vous savez que Philippe Séguin était membre de l'UNEF? Oui, vous le sortez, il est pratique, vous le sortez à chaque fois. Alors, la question du Nouvel Obs, je ne vous la donne pas à nouveau, vous avez compris? Oui, à 68%, vous estimez que les manifestations servent encore à quelque chose. Jean-Baptiste Prévost, vous y voyez là un encouragement. Restez tous les deux avec nous. Nous allons parler maintenant des jeunes et de Barack Obama. Comment le président américain a tenté hier soir de séduire à nouveau ce public? C'est la première fois qu'un président américain en exercice se livre aux questions ironiques de Jon Stewart, la vedette de la chaîne Comédie Centrale. Explication, l'approche bien sûr des élections de mi-mandat qui s'annoncent périlleuses pour Barack Obama. Claire de Buisère. Please join me in welcoming the President of the United States, Barack Obama. Arrivée triomphale de Barack Obama hier soir sur le plateau de The Daily Show. Émission très regardée par les jeunes Américains. Face à lui, Jon Stewart, animateur et humoriste très populaire, qui avait fait de George W. Bush sa bête noire. À l'aise, le président a tout de suite donné le ton. Très joli décor. Ça me rappelle la convention. Mais très vite, Barack Obama retrouve son sérieux. C'est que les démocrates risquent bien de perdre la majorité au Congrès. Alors, entre deux boutades, le président a défendu l'action de son gouvernement. On a réussi à empêcher une deuxième crise. Nous avons stabilisé l'économie. Elle était en déclin et maintenant elle est en hausse. L'emploi est en augmentation dans le secteur privé depuis 9 mois et nous avons fait passer une réforme historique du système de santé ainsi qu'une réforme du système financier. Barack Obama et tout le camp démocrate n'ont plus que quelques jours pour mobiliser les jeunes, mais aussi les hispaniques, les deux clés du scrutin de mardi. Bonsoir Jacques Porte, vous êtes professeur d'histoire américaine à Paris 8, entre autres. Barack Obama au Daily Show, c'est aussi pour lui le souci de contrecarrer le péril jeune. Non, pas exactement, non. Il a perdu aussi le soutien des plus jeunes. Non, mais il perd surtout, tellement pas seulement les jeunes. Ce qu'il a perdu, c'est les indépendants, qui avaient voté pour lui en 2008. Les électorats républicains-démocrates restent stables. Chacun à 42 environ, un peu plus, un peu moins. Mais c'est le bloc des indépendants qui avait rejoint à peu près en immense majorité
la candidature Obama à la présidence, et qui là maintenant décroche pour des raisons essentiellement économiques. C'est que même s'il y a des progrès légers, la crise économique reste très forte, qu'il y a aujourd'hui encore des milliers de saisies immobilières aux États-Unis qui ne sont pas liées au subprime, mais qui sont liées simplement aux gens au chômage. Alors il y a un désenchantement. À la retraite, et donc ça crée bien sûr des tas de problèmes. Il y a aussi un désenchantement qui s'est répandu sur les campus américains. Il y avait un article très intéressant dans Les Échos ce matin, Jean-Baptiste Prévost, mais les jeunes américains, les étudiants gardent quand même un peu d'allégresse et restent optimistes pour le futur. C'est peut-être une différence entre les deux pays. Enthousiastes. Ah, oui, il y a beaucoup d'énergie dans la jeunesse. Je crois qu'il n'y a pas de blocage. On a le droit de manifester. Il n'y a pas de blocage. On n'a pas le droit d'empêcher. Mais non, quand on est vraiment intéressé par l'avenir des étudiants et des jeunes, on ne peut pas empêcher un certain nombre d'étudiants, et la grande majorité d'étudiants. Mais personne n'empêche les étudiants d'aller étudier, arrêter de raconter n'importe quoi, aller faire un tour sur les universités avant d'essayer de jeter le discrédit sur les étudiants qui s'inquiètent pour leur avenir. J'étais encore hier sur la faculté où j'enseigne, j'y vais un matin en médecine, et mon épouse enseigne également à la fac de lettres. Je peux vous dire que la fac était totalement bloquée. D'accord. Les étudiants ne pouvaient pas rentrer. Bon, allez, Jacques Porte, est-ce qu'il y a quand même une dimension personnelle dans cette dégringolade? Ridicule. Est-ce qu'il y a une dimension personnelle dans cette dégringolade de Barack Obama? On a parlé de la crise économique, la réforme de la santé qui est mal perçue, mal comprise, encore rejetée. Oui, mal comprise, oui, c'est certain, ça a été mal comprise. Et la dimension personnelle? Mais après, la dimension personnelle n'est pas tellement mauvaise. Tous les sondages actuels le donnent vainqueur en 2012. Enfin, ça ne veut rien dire, bien sûr, à 2 ans d'avance, hein, c'est comme chez nous. Mais c'est un signe. C'est un signe, en tout cas, quand même. Pourquoi? Parce qu'elle n'est quand même pas trop mauvaise. Sa probabilité a baissé, bien sûr, énormément. Mais elle reste relativement élevée parce que, surtout, les républicains n'ont personne. Il n'y a pas un seul leader crédible du Parti républicain, même si les républicains l'emportent au Congrès. Et n'ayant pas de personne qui peut symboliser le Parti républicain, les républicains n'ont pas un programme non plus applicable, très honnêtement, même si on est neutre, il n'est pas applicable, c'est couper simplement les dépenses parce qu'on a trop dépensé, point final, sans réfléchir. Donc c'est pour ça que ça lui laisse encore une assez bonne posture. Malgré la perte de la magie Obama. Et alors ce qui est assez incroyable aujourd'hui, c'est que l'atout majeur des démocrates, c'est Bill Clinton. Il a quitté la Maison-Blanche il y a 10 ans, mais c'est lui qu'on met en avant et c'est lui qui bat la campagne. Est-ce qu'il peut sauver Obama? Bien sûr, mais c'est lui qui manifestement suscite l'adhésion. On ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas encore le dire. Tout dépendra de ces indépendances si une partie d'entre eux seront ralliés par Clinton, par Obama lui-même, par des arguments plus profonds ou pas, mais ça dépendra uniquement de ça. Le tout, c'est-à-dire que la baisse du Congrès dans les mi-termes, c'est normal. Ça arrive tous les 2 ans après l'élection. Avec des conséquences plus ou moins fâcheuses selon la nature de la déroute. Vous n'avez pas parlé des Tea Party. Les Tea Party, c'est dans le fond des gens qui ont une résurgence du populisme américain qui s'est présenté bien des fois, mais qui a eu le talent cette fois-ci d'avoir des bons attachés de communication. Donc ils ont inventé ce terme de Tea Party qui fait mouche, hein. C'est comme si on disait ici les sans-culottes, ou ça fait référence à une chose bien ancrée dans l'imaginaire américain. Et puis deuxièmement, ils ont su aussi utiliser les dates clés, comme le 28 août, quand ils ont fait une manifestation à Washington, qui était la date de la grande manifestation de Martin Luther King, alors qu'ils sont tout à fait opposés par ailleurs à beaucoup de choses que représentait Martin Luther King. Mais ils ont su marquer ces choses-là. Et c'est des gens qui, certains d'entre eux, enfin une bonne partie d'entre eux, sont des gens qui ont perdu aussi leur job. Et qui, parfois, ont perdu aussi leur maison. L'Amérique profonde. Jean-Baptiste Prévost, vous vouliez intervenir? Oui, sur Barack Obama, qui a fait un discours au mois de juillet dans une université américaine où il a dit qu'en période de crise, la priorité des États-Unis devait être d'augmenter le nombre de jeunes diplômés américains du supérieur, et il a demandé aux universités américaines de baisser le coût des études, ce qui est un discours qui détonne un peu avec la politique universitaire américaine traditionnelle. C'est à rebours de ce qui se passe en France, où on est en train de perdre des étudiants et où on a malheureusement un nombre de jeunes qui poursuivent les études après le bac en baisse, ce qui est très inquiétant en période de crise. Mais est-ce que vous connaissez le coût d'inscription quand même dans les facultés américaines par rapport aux facs françaises? Alors là, vous allez tomber votre chaise. Hein? Oui, mais vous savez que le pourcentage du PIB en dépenses publiques d'éducation aux États-Unis, et notamment dans l'enseignement supérieur, est supérieur à la France. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir des financements privés dans les universités américaines, il y a plus d'argent public proportionnellement au PIB américain que ce qu'on investit en France. On a beaucoup de retard à rattraper du point de vue universitaire. Comment? Obama, il peut bien dire qu'il faut baisser les inscriptions, les frais d'inscription, mais ça ne servira pas à grand-chose au point de vue. Oui, mais la perspective est déjà beaucoup plus intéressante de ce qu'on voit malheureusement en France, où on perd des étudiants chaque année. Mais les étudiants sont quand même toutes indépendantes, même si elles sont publiques. Merci.
moyen en tout cas de faire baisser les... Il peut le shooter, il peut le jouer. Allez, merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition du 19h. Bonsoir, à bientôt. À 22h, bien sûr, Sonia Mabrouk sur Public Sénat pour le prochain journal. À suivre sur LCP, Assemblée nationale, pile et face. Bonsoir. Il est l'un des rares, sans doute le seul d'ailleurs avec Pierre Mauroy, à pouvoir imposer le silence total au Sénat lorsqu'il prend la parole. Robert Badinter est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 3 séquences vont rythmer l'émission, c'est son principe. Gros plan dans un quart d'heure environ sur les réformes multiples de la justice, avec les questions de Mathieu Aron, le spécialiste justice de France Info, auquel vous répondrez. Puis Perrine Tarnaud de Public Sénat vous interrogera dans une partie plus personnelle sur vos autres combats. On le sait, ils sont nombreux et ils vous emmènent souvent hors des frontières de la France. Robert Badinter. D'abord, les sujets d'actualité et les derniers soubresauts de l'affaire Bettencourt-Woerth avec ces vols multiples d'ordinateurs chez des journalistes d'investigation. Quels soupçons cela éveille-t-il chez vous ? Je prends acte du fait. J'ai appris la nouvelle. C'était à la police judiciaire d'éclairer les conditions, les circonstances et pourquoi pas les mobiles de ce vol. Pas plus. On entend par exemple Franz-Olivier Gisbert, le directeur du Point, l'un de ses journalistes a été cambriolé, évoquer des mœurs dignes d'une république bananière. Ça voudrait dire dans ce cas-là que ce serait un vol qui aurait été fait par des instances ou à l'instigation d'instances officielles. On serait censé là-dedans sans avoir le moindre élément. Il évoque plutôt des officines mystérieuses. Hein. Ben écoutez, précisément, laissons à l'enquête le soin de nous éclairer. Le procureur Courroy, maintenant, qui a mené les enquêtes préliminaires dans l'affaire Bettencourt, va donc devoir laisser la main à un ou des juges d'instruction. Il dénonce un gâchis dans Le Monde ce mercredi soir et il dénonce également sa condamnation sans preuve. Que lui répondez-vous ? Je ne réponds rien au procureur Courroy, d'ailleurs. Je n'ai pas lu avec attention sa déclaration. Tout ce qui m'intéresse, c'est la justice, c'est la marche de la justice et jamais les sentiments des uns ou des autres. Je déteste commenter les déclarations. Alors, je vous le dis clairement, il n'était que temps, dans l'intérêt de la justice, qu'on dessaisisse le tribunal de Nanterre en raison du conflit évident qui oppose certains magistrats à d'autres. Mais pas seulement, parce qu'il y a un soupçon, selon Et deuxièmement, pour une raison plus évidente, c'est qu'il y a lieu absolument à nomination de juge d'instruction. Je le mêle d'ailleurs au pluriel. Je pense qu'il en vaudrait mieux 2 compte tenu de la complexité de ces affaires et parce que cela doit être mené en donnant au public toutes les garanties de l'objectivité. Dès l'instant où l'on dessaisissait dans une des affaires et on l'envoyait ailleurs, Versailles certainement, il faut nommer un juge pour pouvoir dessaisir. Toutes les affaires vont être assemblées entre les mains du juge d'instruction à Versailles. Je dirais, la justice prend enfin son cours. Mais alors quand on écoute quand même le procureur de Nanterre, selon lui, il n'y a aucune raison technique, juridique ou procédurale pour ouvrir une information judiciaire. Alors il se place lui aussi sur le terrain du droit. Écoutez, encore une fois, le jeu qui consiste à opposer les déclarations de l'un aux déclarations de l'autre n'est jamais le mien. Il y a une pratique judiciaire commune. C'est un ensemble d'affaires extrêmement importantes et sensibles, comme on le sait. Mais pas seulement. Il y a aussi un conflit majeur qui oppose une très vieille dame à sa fille, dont on sait que cela représente la première fortune de France et des intérêts qui sont en jeu et qui peuvent être commercialement importants, internationaux. C'est pas ça. Ce que je veux dire, vous savez, les choses doivent être simples. Quelle est la pratique commune ? Et chacun le sait, y compris des magistrats comme M. Courroy. Il a été longtemps lui-même un brillant juge d'instruction. Quand vous avez une affaire très complexe, et celle-là l'est, que vous avez des multiples enjeux
il y a eu la nomination de juge d'instruction. C'est comme ça la règle du jeu. On n'a pas encore changé le code de procédure pénale. La disparition annoncée du juge d'instruction, elle n'est pas dans les textes. Monsieur le procureur de Nanterre n'a pas anticipé et a considéré qu'il peut être tout à la fois une partie. Je rappelle que le parquet est une partie, en même temps l'enquêteur et pour finir celui qui prendra la décision concernant un éventuel classement. Tout ça n'est pas bien. Robert Badinter, vous avez été ministre de la Justice. Pourquoi est-ce qu'il a fallu tout ce temps donc, pour arriver à cette